nos mémoires. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au magazine sur le site histoireetcivilisation.com à partir d'€1 par mois. Hélène Delalex, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous dans notre studio. Grande année, très grande année même pour vous, puisqu'après plusieurs mois de travaux, eh bien vous avez inauguré à Versailles une magnifique exposition inédite dans ces lieux et consacrée à Louis XV. Louis XV, passion d'un roi, tel est son titre. Vous en êtes le commissaire avec Yves Carlier. Vous êtes aussi conservatrice du patrimoine au musée du château et enfin historienne. Vous êtes peut-être la meilleure spécialiste de la reine Marie-Antoinette et nous avions enregistré d'ailleurs une émission sur elle à laquelle je renvoie nos auditeurs. Alors un mot peut-être sur cette exposition que l'on peut visiter jusqu'au 19 février. Beaucoup de tableaux et d'objets qui pour la première fois peuvent être vus du grand public. Oui, c'est tout à fait juste, c'est un peu l'ambition. Alors est-ce qu'on allait y réussir ou pas, on le sait aujourd'hui, de cette exposition, de pouvoir faire découvrir au public des œuvres soit jamais vues en France, soit jamais encore prêtées, soit des nouvelles acquisitions que nous avons faites, soit vraiment des découvertes complètes et parfois vous avez l'impression que toutes les planètes s'alignent et on a découvert notamment ce tableau mécanique 1 mois et demi avant l'exposition qui nous offre une œuvre rare et une iconographie tout à fait... C'est quoi exactement ce tableau mécanique ? Alors c'est tout à fait formidable, c'est un tableau qui a un mécanisme d'horlogerie à l'intérieur et vous avez à l'intérieur 4 petits tableaux qui se dévoilent, qui se séparent par le milieu, qui se dévoilent à la manière d'un petit théâtre et qui nous dévoilent une iconographie absolument inconnue jusqu'alors, l'éducation du petit Louis XV aux Tuileries. Et donc de tableau en tableau, il s'écarte comme ça, de façon automatique. Eh bien, on voit le petit Louis XV qui prend une leçon de science, une leçon d'escrime, une leçon de danse, une leçon d'équitation. Donc ce tableau est réapparu dans une collection particulière 1 mois et demi avant l'exposition. Et donc on a tout fait pour l'intégrer également au catalogue. Mais voilà, on peut dire que parfois, eh bien, les éléments se rencontrent. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'exposition sur Louis XV. Oui, tout à fait. Ça fait 48 ans. Depuis la mythique exposition Louis XV, un moment de perfection de l'art français, avec, vous savez, ce titre tout à fait génial, trouvé par anecdote par Valéry Giscard d'Estaing, qui avait programmé cette exposition à l'Hôtel de la Monnaie. Mythique parce qu'il y avait près de 1200 objets à l'époque rassemblés avec beaucoup de chefs-d'œuvre. Mythique aussi par son catalogue. Les chercheurs connaissent ce fameux catalogue à la couverture turquoise qu'on reconnaît immédiatement dans les bibliothèques. Et donc la recherche évidemment a beaucoup avancé et il était important pour nous de renouveler aussi les œuvres, l'univers visuel autour de Louis XV. Et c'est vrai que consacrer cette exposition à un roi, alors c'est à la fois un projet attendu à Versailles, qui ne le ferait pas si ce n'était pas Versailles, un projet simple, mais presque impossible vu l'ampleur finalement du sujet. Qu'est-ce que c'est Louis XV finalement ? C'est un moment de la société, un moment de perfection de l'art français, comme on l'a dit. C'est une personne, c'est un règne. C'est un style. Et donc, c'est posé immédiatement la question des objectifs. Donc, je l'ai dit, la réunion de pièces exceptionnelles, mais aussi des contours. Et pour nous, il n'était pas question de traiter l'homme et le roi, tout le règne, mais plutôt de se concentrer sur une ligne beaucoup plus proche du roi, intime, l'homme privé, les passions personnelles, pas en tant que roi, et puis évidemment les arts. Alors, est-ce qu'il faut distinguer la personne de la charge monarchique? C'est ce qu'on va voir au cours de cette émission, entre autres. Mais je reste sur cette exposition. Comment se prépare une exposition? À partir de quand, véritablement, vous avez commencé à travailler sur cette exposition, de la définition du projet jusqu'à l'ouverture? Combien de personnes y travaillent, etc.? Alors, combien de personnes? Je dirais à la fois 2 et 200. 2, ce sont les commissaires, donc moi et Yves Carlier, qui effectivement, nous avons commencé à travailler il y a près de 3 ans. Donc, parfois le public ne soupçonne pas le temps de préparation pour une exposition. Donc, au début, c'est un travail très solitaire, ou à 2 en tout cas, seul à essayer de faire mûrir des idées dans des réunions nocturnes comme ça, devant notre ordinateur pour proposer des lignes. Et puis ensuite,
ensuite, au fur et à mesure que le calendrier s'accélère, eh bien, l'exposition devient une sorte de ruche comme ça autour de laquelle tout commence à bourdonner, c'est-à-dire les différents services qui rentrent en scène, le service des expositions, des éditions, de la communication, de la restauration, enfin, toutes ces personnes qui vont mettre en œuvre cette exposition. Ensuite, sur les étapes, eh bien, tout commence, je dirais déjà par un synopsis, un peu comme un film ou un projet, pour programmer cette exposition, donc des années avant. Et puis ensuite, donc la recherche pendant des années pour établir ce qu'on appelle une liste d'œuvres. C'est vraiment le document qui va vraiment nous suivre jusqu'à la fin de l'exposition. Et puis ensuite, travailler avec le service des expositions aux demandes de prêts. Donc là, c'est la partie la plus délicate, la plus diplomatique aussi. Négocier les prêts donc dans le monde entier, c'est ce qu'on appelle une grande exposition, donc avec des prêts internationaux. Là, on a près de 400 numéros au catalogue. Et alors, on a aussi de temps en temps des véritables missions diplomatiques, parce qu'on ne demande pas des œuvres exceptionnelles comme ça par une simple lettre. Il faut aller montrer patte blanche, présenter le projet et voir effectivement si cette demande est légitime. Et puis après, nous travaillons avec le scénographe. Nous travaillons maintenant avec les nouveaux logiciels en 3D pour essayer de visualiser les accrochages, les vitrines. Ensuite, on travaille avec le service de médiation pour faire tout l'appareil pédagogique. Alors, ça va des cartels, des panneaux, au parcours enfant, au podcast, aux nouveaux médias. Et puis ensuite, organisation du montage. Et alors là, c'est casse-tête chinois absolu, c'est-à-dire pouvoir organiser la venue des œuvres. Et nous avons une difficulté supplémentaire, c'est que cette exposition, dans cette exposition, il y a beaucoup d'art décoratif, il y a beaucoup de vitrines. Et quand vous avez, par exemple, plusieurs objets de prêteurs différents dans une vitrine, vous devez clore la vitrine devant les convoyeurs et les responsables des œuvres. Donc quand vous avez une œuvre de New York, une œuvre des arts décoratifs, une œuvre de Paris, une œuvre de Dresde dans la même vitrine, vous devez effectivement pouvoir organiser tout cela en même temps comme un véritable ballet. Et puis tout cela se termine par le montage, qui est pour nous les commissaires un moment toujours un peu magique où on voit naître l'exposition devant nous. On voit parfois des œuvres sur lesquelles on a travaillé pendant longtemps pour la première fois arriver. Et ça, c'est toujours un vrai moment de partage, où d'ailleurs il y a des métiers qui sont ignorés. Par exemple, le métier de socleur. Je parlais d'une exposition, il y avait beaucoup d'art décoratif, c'est absolument fondamental. On complexifie tout. Par exemple, pour la couronne de Louis XV, eh bien, on a fait un soclage en métal totalement invisible qui donne l'impression que la couronne est en lévitation. Par exemple, pour exposer les reliures comme des tableaux, on doit soutenir chaque page avec du papier neuf. Donc tout ça, c'est des métiers merveilleux. Et puis, le dernier métier qui intervient, c'est l'éclairagiste. Là, on a un éclairagiste magicien. Et c'est comme au théâtre, une exposition. Une fois que la lumière est là, l'exposition est lancée. Elle existe véritablement avec la lumière. L'éclairage de l'horloge de passement est absolument fabuleux. Alors, comme il est d'usage, un catalogue d'exposition accompagne l'événement, un ouvrage absolument magnifique, près de 500 pages, richement illustré, coécrit par plusieurs spécialistes. Alors, j'ai souhaité pour cette émission retenir plusieurs images du règne du bien-aimé Louis XV. C'est le seul roi qui soit né et qui soit mort à Versailles. Versailles, dit Catherine Pégard, c'est la part d'ombre de Louis XV. Pourquoi cette expression ? Alors, c'est une très belle expression, effectivement. D'abord parce que Louis XV, eh bien, il a lui-même un caractère ombrageux. On en parlera peut-être. Et puis, c'est peut-être ce qu'a voulu dire Catherine Pégard, la part d'ombre de Versailles. C'est aussi ce roi qui reste dans l'ombre, finalement, dans l'histoire de Versailles, pris entre le grand Louis XIV, fondateur institutionnel, et puis Louis XVI, le roi de la Révolution. Et c'est sans doute le roi sur lequel s'est imprimé le plus une légende noire, qui est d'ailleurs née dans l'historiographie au XIXe siècle. Et donc, c'est un roi encore largement méconnu. Et puis, roi qui est né et mort à Versailles, c'est aussi exact. Louis XIV était né à Saint-Germain-en-Laye et Louis XVI meurt sur la place de Grève, comme on le sait. Et donc, il va vivre toute sa vie dans ce Versailles, qui est une véritable incarnation de la royauté. Il y a l'expression d'un historien que j'aime beaucoup qui dit « Versailles, c'est le manteau d'un grand roi ». Eh bien, c'est le manteau qu'a porté Louis XV pendant 59 ans, mis à part l'intermède de la Régence, puisqu'il revient à Versailles en 1722. Il a passé son enfance aux Tuileries. Et 1722-2022, c'est aussi le tricentenaire que nous célébrons aujourd'hui par l'organisation de cette exposition.
Alors vous, Hélène Delalex, vous êtes penchée dans ce catalogue sur sa jeunesse, entre autres, et les premiers mots de votre contribution sont très lourds. Louis XV naît sous le signe de la mort, et la mort hante Louis XV toute sa vie, il se considère comme un mort en sursis. Cela marque naturellement son caractère ? Oui, alors vous avez raison, c'est une entrée en matière peut-être un petit peu brutale, mais qui correspond tout à fait à la réalité, à ce qu'a été la première enfance de Louis XV, environné par la mort. Déjà lorsqu'il naît en 1710, le contexte est très sombre. La guerre avec l'Espagne est absolument interminable, l'Europe est à feu et à sang, le royaume est exsangue, et puis à cela s'ajoute ce grand hiver qui va créer la mort de près de 600 000 personnes en France, et la seule, je dirais, éclaircie dans ce contexte historique très sombre, c'est que l'avenir de la dynastie est parfaitement assuré, puisqu'en fait il faut se rappeler que Louis XIV est le seul roi dans l'histoire de France à avoir eu devant lui 3 générations d'héritiers présomptifs. Donc son fils, le grand dauphin, qui avait lui-même 3 fils, et puis le fils du grand dauphin, le duc de Bourgogne, avait lui-même 2 fils, et puis lui-même avait lui-même 2 fils, le duc de Bretagne et Louis XV, et puis tous des garçons, tous en parfaite santé, et tous vont mourir en moins de 2 ans. Louis XV aussi aurait dû mourir. Il est atteint d'une sorte de rougeole pourprée qui va en fait décimer toute la famille royale. Et il est sauvé en quelque sorte des griffes de la mort. Alors sauver des griffes de la mort, c'est sauver des griffes des médecins à l'époque. Cette ronde de 9 médecins de la faculté qui venaient d'achever son frère aîné, le duc de Bretagne, avec une dernière grande saignée, comme ils disent. Sauvé par Madame de Ventadour qui ferme la porte aux médecins et qui va d'ailleurs jouer le rôle de mère pour lui, qui va jouer le rôle de mère. Et donc évidemment tout psychanalyste vous dirait que tout se joue dans l'enfance, et donc on comprend pourquoi cette enfance noire, eh bien elle a dessiné en filigrane le caractère de Louis XV, les traits, en tout cas profonds de son caractère, qui est un caractère renfermé, silencieux, une personnalité mélancolique, toujours un peu en proie aux tourments intérieurs. Alors justement, quel type d'homme est-il dans la vie de tous les jours, en sortant bien évidemment de sa période de jeunesse? On le dit bien aimé, ce qui en soi est extrêmement flatteur, mais il suscitait comme tous les règnes, des oppositions. Est-ce que c'est un roi qui est insaisissable? Est-ce qu'il y a un mystère, Louis XV? Alors, comment vivait-il ? Il était très proche de sa famille. C'est notamment l'objet d'une salle où nous évoquons ce sujet. Lui qui avait toujours manqué effectivement d'une famille, eh bien, la famille qu'il va lui-même se constituer va être pour lui un refuge. Donc, il est à la recherche de cet amour conjugal. D'ailleurs, ce sera un mariage très heureux avec Marie Leczinska. On a toujours l'impression, on associe toujours Louis XV aux femmes, mais en fait, il faut se rappeler que c'est Marie Leczinska qui lui a fermé sa porte après 10 enfants sur les conseils de ses médecins. Mais enfin, mariage heureux, il va avoir 10 enfants, il va être très proche de ses enfants. Pour citer le duc de Cruy, il parle du meilleur papa du monde, un excellent grand-papa aussi, dit-il. Donc, il a ses enfants, ses petits-enfants. Il apprécie aussi, donc pour des raisons personnelles, je l'ai dit, cette famille, mais aussi il vit avec son temps et il apprécie ces moments familiaux, d'intimité, qui sont aussi dans l'air du temps, où cette idée d'épanouissement individuel dans la famille est une nouvelle valeur. Il passe donc beaucoup de temps avec sa famille. Il descend tous les jours voir ses filles dans leurs appartements. L'une de ses maraudes d'ailleurs est de leur servir lui-même le café qu'il confectionne et qu'il torréfie lui-même. C'est un roi, comme vous le disiez, assez secret, comme dit le duc de Cruy, qui n'aime pas les nouveaux visages et donc qui s'entoure d'un cercle dans ce qu'on appelle les familiers, l'entourage du roi, et notamment qui se retrouve lors des soupers que nous évoquons, ces soupers qui ont lieu 3 fois par semaine, où il convoque de 15 à 18 personnes qui sont effectivement son entourage proche. Ensuite, effectivement, c'est un roi insaisissable, vous l'avez dit, impénétrable dans son secret, dans son silence. Alors, on peut se poser la question aussi, est-ce que ce n'est pas aussi le pouvoir qui isole, finalement? Le secret permet de se protéger lorsqu'on est au pouvoir. Il est inhérent, je dirais, à la fonction royale. Donc cela est à relativiser. Mais enfin, on le sait, depuis l'enfance, cette personnalité renfermée se manifeste par un silence profond. Madame de
Ventadour, d'ailleurs, nous le raconte dans son enfance. Elle dit, il est très joli, très loquace tout seul, mais très sérieux devant le monde. Elle essaie de l'habituer à parler en public, mais il va souffrir vraiment d'une grande timidité, comme Louis XIV aussi, qui était également timide, une timidité qui l'enferme, qui peut également blesser son entourage, et dont il est parfaitement conscient aussi. Il y a une anecdote un jour avec Madame de Mailly qui invite la marquise de Belle-Île à un souper parce que le roi l'aime bien, et puis le roi ne décroche pas un mot lors du souper, donc ils sont affreusement gênés. Madame de Mailly ose lui en faire la remarque, et le roi lui dit, donc on a ce témoignage, lui dit qu'il a eu 10 fois la bouche ouverte pour le parler, il n'a pas pu prononcer un mot, et qu'il lui a dit, vous connaissez mon embarras, ma timidité, j'en suis au désespoir. Donc c'est aussi un trait de caractère qui cause aussi un tourment intérieur dont il souffre également. Est-ce on évoquait la mort tout à l'heure, est-ce qu'il est au fond précocement meurtri, je dirais même prématurément vieilli, voire désenchanté? Vaste question. Alors, précocement meurtri, oui, on l'a dit, vu le caractère lugubre de sa petite enfance. Et d'ailleurs, il faut s'imaginer ce qu'était l'enfance aussi de Louis XIV, c'est-à-dire qu'on portait le deuil et le grand deuil. Il y avait une succession de grands deuils. Donc, il a vécu son enfance dans des appartements entièrement tendus de noir, mais jusqu'aux meubles, au plafond, au parquet. Donc, c'était vraiment un univers totalement noir. Donc, précocement meurtri, certainement. Prématurément vieilli, aussi, on le sait aussi dès l'enfance, il avait une gravité qui n'était pas de son âge et qui faisait partie aussi de sa beauté. Vous savez que c'était un enfant très très beau. Alors évidemment, on le dit toujours qu'il est beau parce que c'est le roi, mais on a des récits, notamment même d'ambassadeurs, de gens plus distanciés, qui décrivent cette beauté très particulière de cet enfant, qui était d'ailleurs abondamment représenté, avec un mélange de douceur, des yeux de velours, comme on dit, et de grande gravité aussi, qui n'était pas de son âge. Donc quand vous dites prématurément vieilli, c'est tout à fait juste. Et puis désenchanté, je dirais non, parce que c'est un roi qui se montre, malgré son abord froid, eh bien inlassablement curieux de nouvelles découvertes, et notamment il est très disert avec les scientifiques avec lesquels il s'entoure. On va le voir après. Est-ce qu'il fuyait ce qu'il était ? Oui, c'est une juste expression. On la retrouve d'ailleurs dans les sources. Un roi qui veut se dérober à lui-même. Alors, se dérober à lui-même, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire fuir finalement son angoisse, sa déréliction. Et on sait qu'il navigue entre des moments, c'est le marquis d'Argenson qui raconte ça, d'apathie absolue, donc où il plonge dans ce qu'on appelle sa douleur noire, comme on disait à l'époque, et puis des moments vraiment d'activité, d'énergie intense. Que ce soit une énergie intellectuelle, dans les sciences, il va toujours au fond des choses, il passe des heures autour, il est d'une patience extrême, et puis aussi physique. En fait, il s'épuise physiquement, qui est une manière justement de se fuir soi-même. Il s'épuise à la chasse. D'ailleurs, l'avocat Barbier racontait déjà très jeune, et bien que ce n'était pas normal de chasser pour un enfant de son âge, adolescent, avec une telle frénésie, je le cite. Donc il s'épuise aussi d'ailleurs à la course. Par exemple, il a inauguré les grandes courses de traîneaux à Versailles, vous savez, lors des hivers, il y avait des grandes parties de traîneaux. Et d'habitude, Louis XIV faisait des promenades, et bien lui, il fait des courses de vitesse, et on dit qu'il va à des vitesses phénoménales, au point que personne n'ose monter avec lui, il renverse ses traîneaux. Donc il va au bout des choses. En fait, on dirait aujourd'hui, il fait tout à fond, les études, le physique, la chasse, une manière comme ça de déployer une énergie intense, comme vous le dites, qui permet de se fuir soi-même. Je dirais même, quand il s'enlise dans des amours éphémères pendant 10 ans, là, avec cette fameuse affaire du parc aux cerfs, eh bien, c'est aussi une manière finalement de fuir sa mélancolie. Alors, dans ce tableau, Madame de Pompadour est plus qu'une maîtresse, c'est une amie, l'amie nécessaire, magnifique expression, elle est de vous, je vous cite, distraire un homme inamusable, vaincre cet ennui insurmontable, tel fut l'adversaire que Madame de Pompadour affronta pendant près de 20 ans. Est-ce qu'elle a réussi ? Alors effectivement, Madame de Pompadour, c'est l'unique cas dans l'histoire de France d'une favorite qui s'est maintenue dans le cœur et même l'esprit du roi sans en partager le lit. Alors, amie nécessaire, et puis comme disait le cardinal de Bernis, qui était l'un des amis de Madame de Pompadour, elle était dépositaire des secrets de son âme. C'était pas une maîtresse à renvoyer, c'était une amie qui ne pouvait être remplacée par personne. Et en fait,
Madame de Pompadour, elle le dit, elle est fascinée aussi d'ailleurs par Madame de Maintenon, qui est en fait l'ombre au-dessus d'elle, parce qu'en fait elle voit que Madame de Maintenon a eu un destin similaire mais inversé. Si vous voulez, Madame de Maintenon, elle a été d'abord l'amie du roi avant de devenir son épouse, et puis elle était la favorite avant de devenir son amie, et elle est fascinée par cette Madame de Maintenon qui, par son intelligence, son esprit, a réussi à s'attacher le roi comme aucune autre favorite avant elle. Et donc, lorsque Madame de Pompadour décide d'elle-même de s'éloigner de corps du roi, comme on dit, elle n'a pas été répudiée par Louis XV qui l'a remplacée, pour des problèmes médicaux, elle décide de se séparer de corps du roi, ce qui est un véritable pari, elle pouvait être répudiée immédiatement, eh bien, elle va décider et réussir à sublimer en quelque sorte comme un gaz cet amour sous le sceau de l'amitié. Et on voit d'ailleurs que cette amitié, le roi et Madame de Pompadour vont beaucoup en jouer. Il va y avoir beaucoup d'œuvres d'art que nous exposons notamment dans l'exposition sur le thème de l'amitié, un vrai chef-d'œuvre, une grande sculpture de Pigalle sur Madame de Pompadour en amitié, puisqu'elle était à Bellevue dans le bosquet de l'amitié. On a notamment des œuvres très émouvantes, la bague personnelle taillée par Madame de Pompadour en intaille, en camée, avec des allégories de l'amitié également. Donc voilà, c'est une manière aussi d'affirmer la nouvelle place totalement anormale de Madame de Pompadour à la cour. Et en fait, tout le monde attend sa chute, et en fait, son pouvoir ne va être que renforcé. Alors, comme vous posez la question, est-ce qu'elle a réussi ou pas? Oui, en quelque sorte, elle va essayer là aussi de dérober le roi lui-même et de changer son air tout le temps et d'organiser des théâtres, des concerts, d'accroître le rythme, d'accumuler les petits voyages. Elle le tient dans une volubilité absolument extraordinaire, un petit peu, on pourrait dire, atteinte du complexe de Scheherazade, en fait. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec Madame de Pompadour, c'est que c'est à la fois un mélange d'extraordinaire puissance. Elle a le train de vie d'une reine, elle a un parc immobilier absolument inouï, même pour une femme au XVIIIe siècle. Elle a un rang extraordinaire à la cour, elle reçoit les ministres, et à la fois extrême puissance et extrême vulnérabilité, où elle peut être répudiée du jour au lendemain. Sa place, c'est évidemment uniquement l'affection du roi. Et donc, évidemment, par ce renouvellement presque infini des plaisirs qu'elle propose au roi, on a l'impression qu'elle regagne sa place tous les jours, un peu comme Scheherazade avec le sultan, qui tenait le roi en éveil, en racontant tous les jours une nouvelle histoire. Et alors, est-ce qu'elle va réussir? Oui, mais à quel prix? Finalement, elle va s'épuiser à cette tâche. Elle avait déjà une santé fragile, s'épuiser par effectivement cette conquête du roi à chaque jour recommencer, et puis s'épuiser aussi de lutter contre les intrigues, les cabales de la cour qui la déteste. Elle a toujours cette volonté jusqu'au bout de se faire apprécier d'une cour qui la hait, et elle doit elle-même prendre les devants des intrigues, et ça, effectivement, survivre, comme on disait, dans ce pays-ci, c'était comme ça qu'on appelait Versailles, ce pays tout à fait particulier, avec des règles particulières, eh bien, elle va y laisser sa vie. Vous êtes à l'écoute de Storia Voce et je reçois Hélène Delalex. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours soutenir d'ailleurs notre association. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com, et contre un don, comme d'habitude, vous pouvez recevoir soit un abonnement à Histoire et Civilisation ou bien un livre de votre choix grâce à un de nos partenaires éditeurs. Alors venons-en à la science. On va sortir du caractère du personnage. C'est un roi qui aime les sciences, aime la découverte et qui sait s'émerveiller. Et dans le catalogue, une de vos contributions est consacrée aux expériences d'électricité. La naissance du courant électrique, c'est au XVIIIe siècle ? Oui, absolument. Les grandes recherches sur l'électricité, donc qui est à l'époque une électricité statique, ont lieu au début du XVIIIe siècle. Alors, si Louis XV s'intéresse à la science, c'est parce qu'il a eu une éducation scientifique extrêmement poussée, dirigée par le régent, qui était effectivement extrêmement versé sur la science et qui lui a fait dispenser par le meilleur savant ces leçons qui vont donc profondément le marquer. D'ailleurs, il va suivre au collège d'Harcourt
très jeune, dans son enfance, les cours de Pierre Paulinière, qui est d'ailleurs le fondateur de la science expérimentale et des recherches sur l'électroluminescence qui fascinaient le petit roi, c'est-à-dire les recherches pionnières sur la lumière électrique. Et ces recherches sur l'électricité, elles se développent véritablement au début du XVIIIe siècle, notamment à Londres. L'abbé Nollet, notamment, fait des expériences à Versailles sur l'électricité des corps. Alors, ça consiste à suspendre, par exemple, un petit garçon par des cordons de soie pour qu'il ne touche pas le sol. On lui fait frotter ses mains contre une machine électrique. Et puis, il s'amuse à faire monter comme ça, comme par magie, des petits bouts de papier, tout simplement par l'électricité statique. Mais en 1746, donc vraiment au milieu du règne de Louis XV, eh bien, il y a une sorte de coup de théâtre, on pourrait dire de coup de foudre. C'est que Peter van Musschenbroek, un illustre professeur de l'université de Leyde, va découvrir par hasard, en prenant justement un coup de foudre, eh bien, le courant électrique, et notamment va découvrir le condensateur, c'est-à-dire notre ancêtre de la pile électrique. Et il y a un condensateur à l'exposition. Absolument, nous exposons, c'est un magnifique prêt du Musée des Arts et Métiers, une machine électrique et également donc le condensateur électrique qu'on appelait la bouteille de Leyde parce que justement découvert dans la ville de Leyde. Et donc ce professeur de Leyde va raconter ce coup de foudre qui est vraiment à l'origine finalement de la recherche la plus importante dans l'histoire de l'électricité, donc ce condensateur, à Réaumur que l'on connaît bien. Puis Réaumur va le raconter à l'abbé Nollet qui, fasciné, va lire cette découverte devant l'Académie royale des sciences et décider aussitôt, avec son sens tout à fait consommé de la mise en scène, d'organiser une expérience de l'électricité dans la Galerie des Glaces, devant Louis XV, le 14 mars 1746. Le roi possédait un cabinet dédié aux sciences. Est-ce qu'on connaît les objets qu'il renfermait ? Oui, tout à fait. Alors, lui-même, donc, dans son enfance, a visité de ces fameux et célèbres cabinets de physique, notamment le célèbre cabinet de Pajot d'Ensambray, qui était rempli, je cite, de machines merveilleuses. Et donc, dans les années 1756, il va créer ce qu'on appelle le pavillon de physique et d'optique au château de la Muette. Donc, d'ailleurs, au début, c'est un petit pavillon qui est au fond du jardin, et puis qui sert aussi d'observatoire. Et puis ensuite, eh bien, les instruments, la collection d'instruments va augmenter, et vers 1760, ça va être un véritable hôtel particulier dédié à la science, qui est à Passy, aujourd'hui à l'angle de la rue de Passy et de la rue de la Pompe. Et donc, on connaît le contenu de ce cabinet parce qu'on a les inventaires. Donc, ce cabinet était dirigé d'ailleurs par Don Noël, un moine savant bénédictin qui était un personnage haut en couleur. Et on a notamment des gravures qui représentent les instruments qui étaient conservés, des instruments de prestige. C'est toujours ce qui caractérise les instruments scientifiques de Louis XV, hein, c'est cette réunion de l'art et de la science. Vous avez des objets, des prototypes qui sont à la pointe de la recherche et à la fois dans des montures extraordinaires par les meilleurs bronziers ou artistes ou ingénieurs de la cour. Et donc des grands globes mouvants, des télescopes, des lunettes, des pompes à faire le vide, des tableaux magiques. On l'expose à Versailles. Je vous invite à découvrir ce qu'est un tableau magique. On apparaît magiquement comme ça en regardant avec une lentille polyédrique le portrait de Louis XV au milieu du tableau. Est-ce qu'on peut parler d'un centre de recherche avant la lettre ? En fait, c'était l'ambition de Louis XV et de son garde démonstrateur Don Noël d'en faire un lieu de recherche, un lieu de développement de la science, d'ailleurs qui serait mis à disposition des scientifiques de toute l'Europe pour qu'ils puissent venir faire leurs expériences. Alors Don Noël, par exemple, développe un nouveau projet de sélénographie, c'est-à-dire de cartographie de la Lune. Il développe une nouvelle recherche sur des lunettes achromatiques à partir d'un verre qui s'appelle le Flint Glass. C'est un verre à partir de cristal de plomb avec des qualités optiques exceptionnelles où seule l'Angleterre avait le monopole, donc on fait des recherches dessus. Mais finalement, il faut reconnaître que tout ça ne va pas finalement beaucoup se développer parce que ce cabinet de Louis XV de physique et d'optique, initiative privée dirigée par un grand savant mais très original, va rentrer véritablement en concurrence avec les véritables institutions scientifiques du royaume, qui étaient l'Académie royale des sciences et qui était l'Observatoire de Paris, et qui ne vont cesser de contester finalement ce cabinet qui est plus pour eux un cabinet de curiosité qu'un véritable centre de recherche scientifique.
Alors, il en est du goût de la science, comme des livres, comme le montre Vincent Eguelet dans le livre. Il y a le souverain, le roi, mais il y a aussi l'homme de goût, celui qui fait preuve d'une véritable curiosité. Est-ce qu'il faut distinguer les deux? Est-ce qu'il faut séparer cet homme de goût du roi? Oui, alors Louis XV était l'un des princes les plus lettrés de son temps, il faut le rappeler, avec une culture nettement à dominance scientifique, une très vaste culture. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà cette idée aussi du gouvernement par la connaissance, qui est très différent par rapport au règne de Louis XIV, où on était un grand roi par sa nature chevaleresque notamment, ce grand roi de guerre. Ici, évidemment, on a déjà cette idée qui va culminer sous Louis XVI, d'un roi, évidemment, qui règne aussi par sa supériorité intellectuelle. Et donc, on sait que c'est un roi très lettré, qui avait de nombreuses bibliothèques qu'il fait aménager dans de nombreuses résidences royales. On connaît le contenu de toutes ces bibliothèques parce qu'on a les catalogues manuscrits, donc on peut analyser. Donc on sait évidemment que la majeure partie de ces livres était à tendance scientifique, mais ça pouvait être également du théâtre, et puis de façon très classique, totalement encyclopédique. Des livres également en latin, en italien, qu'il lisait dans le texte. Par contre, le mystère reste sur les pratiques de Louis XV en tant que lecteur, son goût véritable pour la lecture. Là, on n'a pas de source, véritablement, pas de description. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il était en quelque sorte bibliophile, comme vous dites, parce que étaient présentes dans ses bibliothèques des livres, parfois dans des éditions très rares, ou avec des reliures tout à fait spectaculaires, qui font de ces livres de véritables chefs-d'œuvre de l'art. Nous exposons d'ailleurs les plus belles à Versailles, notamment collection de la bibliothèque municipale de Versailles, héritière des collections royales. Et puis, il faut rappeler qu'il était aussi, au-delà du livre, au-delà de la lecture, très intéressé par la typographie. Dès son enfance, il avait une petite imprimerie personnelle installée aux Tuileries, qui était dirigée par Colomba. Et notamment, nous présentons dans l'exposition un livre qu'il a lui-même imprimé dans sa jeunesse, dans son imprimerie personnelle. Un mot sur la fameuse pendule de Passement, qui est un objet absolument incroyable, qui a été restauré, je crois, grâce au mécénat de l'horloger Rolex. Oui, tout à fait. On a décidé d'en faire le lever des rideaux, en quelque sorte, de cette exposition, comme une sorte d'introduction. Alors pourquoi ? Parce que cette grande pendule astronomique de Passement, c'est une icône des passions personnelles du roi, on l'a dit, une icône du règne, du style rocaille, avec ce cabinet virtuose, mais aussi une icône de Versailles. Il faut rappeler que c'est une des rares œuvres qui n'a jamais changé de place à Versailles, qui est toujours conservé dans le cabinet de la pendule qui porte aujourd'hui son nom, qui est un chef-d'œuvre absolu d'art et de science, et d'ailleurs qui a été, à ce titre, excepté des ventes révolutionnaires. Alors, vous savez qu'il y avait des commissaires artistes pendant les années 1793-94 qui venaient faire des listes pour organiser les ventes révolutionnaires, et ils acceptaient certains objets, non pas parce qu'ils étaient beaux, parce que tout était beau à Versailles, mais pour leur caractère unique. Et ils ont reconnu dans cette pendule, je cite, génie de la nation, une pendule tout à fait unique. Et cette grande pendule astronomique, qui a été restaurée, pour la première fois de son histoire de manière fondamentale, bronze et mécanisme. Nous allons d'ailleurs terminer la restauration du mécanisme l'année suivante. Il faut s'imaginer que c'est 35 ans de création. 35 ans de création de la part de l'horloger Passement, qui va établir des tables astronomiques sur 10 000 ans, qui va concevoir ce mécanisme. Parce qu'en fait, cette pendule, c'est d'abord un mécanisme extraordinaire, mécanisme astronomique et horloger, qui va être présenté à l'Académie royale des sciences, approuvé, étudié, approuvé, présenté au roi, qui va l'acquérir, et ensuite il va commander le grand cabinet de bronze qui va renfermer et protéger ce mécanisme, et mise en place de cette pendule en 1754 au château de Versailles. Et c'est aussi émouvant de voir quelle est l'aura d'une œuvre d'art à l'époque, puisque l'arrivée de la grande pendule astronomique à Versailles, ça a été l'objet de nombreux articles dans les gazettes et les journaux de l'époque. La pendule donne
l'emplacement des planètes, elle donne l'heure, bien évidemment, et si vous évoquez les 10 000 ans, c'est parce que le calendrier devait durer jusqu'en l'an 9999. Oui, on est dans le temps long à tous les stades, au stade de la création, mais également, c'était une prouesse de pouvoir réaliser un tel mécanisme astronomique et horloger sur un si grand nombre d'années. Elle fonctionne encore ou elle ne fonctionne plus, ou elle doit un jour refonctionner? Alors, elle fonctionne encore, je dirais comme toutes les pendules de Versailles. Nous sommes dans une bonne maison, donc toutes les pendules marchent. C'est ça aussi qui fait le charme de ce château, c'est qu'on a les bruits d'un château, les digues des pendules, le bruit des parquets. Et là, le cabinet en bronze a été restauré, et puis elle commençait à dysfonctionner. Et donc là, cette restauration et cette étude du mécanisme, il faut vous rappeler que cette grande restauration qui est opérée au Centre de restauration et de recherche des musées de France, eh bien, c'est aussi une occasion fabuleuse, eh bien, d'en apprendre beaucoup sur cette pendule, et on découvre des choses qu'on ignorait, un mode de démonstration tout à fait spectaculaire pour faire accélérer et rétrograder la marche du temps. On découvre aussi de nouvelles inscriptions qui nous en apprennent beaucoup sur son histoire et son histoire matérielle également. Alors nous arrivons peu à peu au terme de cette émission, Hélène Delahecque. Vous avez commencé par son enfance, on terminera par sa mort, cette mort qui a été véritablement une obsession tout au long de son existence. C'est le journal du duc de Cruy qui constitue la référence. Oui, alors si les sources sont nombreuses sur les relations du roi, véritablement la plus fiable, c'est celle du duc de Cruy sur plus de 60 pages. Il décrit, je dirais minute par minute, la mort du roi. Il est dans la chambre, donc il témoigne, je dirais, aux premières loges. Et puis, de manière plus générale, les mémoires du duc de Cruy émaillent toute l'exposition, émaillent également le catalogue. Avec lui, c'est véritablement le mémorialiste le plus fiable. Et l'objectivité, la précision et l'impartialité de son témoignage tout au long du règne de Louis XV est absolument remarquable. Il meurt dans un climat qui frise l'indifférence. Alors, effectivement, la mort de Louis XV, c'est un théâtre bien différent de celle de Louis XIV, qui était le grand théâtre de la mort, les grandes phrases immédiatement passées à la postérité, les grandes lamentations. La mort de Louis XV, on est plus sur la toile de fond d'une sorte de tragicomédie qui se déroule au premier plan. Et cette tragicomédie parfois digne de Molière, c'est le jeu des cabales et des intrigues. En fait, lorsque l'on apprend que le roi va mourir, eh bien immédiatement, comme on dit, la carte de la cour se redessine et chacun essaye de se replacer pour le règne suivant. Et donc, vous avez, de manière absolument indécente, comme dit le duc de Cruy, le roi qui, sur son lit de camp, au milieu de la chambre, est pratiquement ignoré alors que se jouent les intrigues et les factions qui se cristallisent entre ce qu'on appelle les barristes, les partisans de Dubarry avec le duc d'Aiguillon, ensuite contre la coalition de tous ses ennemis, et puis également les fidèles qui sont absolument stupéfiés de l'indécence avec laquelle on traite cette mort du roi. Le roi ne sait pas son état, est-ce qu'on lui ment ? Alors oui, ce qui ajoute en plus à la comédie, et ce qui est tout à fait unique dans l'histoire de France, c'est que finalement on se rend compte dans cette mort qui se déroule du 26 avril jusqu'au 10 mai 1774, que finalement seul le roi ignore qu'il va mourir. Pourquoi ? Parce qu'on décide, comme vous le disiez, de lui mentir, parce que pour une raison tout à fait originale, le sachant très angoissé, très inquiet par la mort, par la maladie, on craint qu'un choc psychologique crée une secousse de frayeur qui ferait rentrer le venin. Alors le venin, c'est effectivement la maladie qui est la petite vérole. Et donc on décide de ne pas lui dire. Et donc c'est le roi lui-même qui s'en rend compte en regardant finalement ses mains. Il dit mais c'est la petite vérole. L'une des personnes à côté de lui ose lui dire mais non, ce n'est pas la vraie petite vérole. Enfin on est vraiment dans une grande tragicomédie. Et cela, ça a des conséquences beaucoup plus graves, si vous voulez. C'est que lorsque le roi comprend qu'il est la petite vérole, il comprend qu'il est contagieux. Donc, effectivement, on lui a caché, on a permis à toute la famille royale, à ses filles, de lui éponger le front à son chevet. Et donc, il a pris le risque de contaminer l'entièreté de la famille royale. Et puis, en fait, s'il pensait qu'il ne l'avait pas, c'est qu'on lui avait déjà menti quand il était jeune pour le flatter. Il avait eu une grande grippe, on lui avait dit qu'il avait guéri de la petite vérole, donc il pensait qu'il ne pouvait plus l'avoir. Et le risque majeur pour un roi aussi,
de ne pas lui dire, c'est de le laisser mourir sans confession. Ça ne se produit jamais pour un roi. Crouy le raconte, et Jacob Nicolas Moreau, également l'historiographe du roi, le raconte. C'était une des grandes peurs de Louis XV, c'était, je cite l'expression assez forte, de mourir comme un chien. Qu'est-ce que ça veut dire, mourir comme un chien pour Louis XV? Ça veut dire mourir sans confession. Et il avoue avoir été très marqué par la mort de 2 de ses amis, peu de temps avant, qui était mort d'une crise d'apoplexie, comme ça, sans confession, donc comme ça, sans avoir pu mettre sa conscience en conformité avec la religion. Et lui pourra se confesser finalement. Alors il va retarder effectivement la confession jusqu'au dernier moment. Vous savez qu'il ne s'est pas confessé, il n'a pas communié pendant pratiquement 30 ans. Aussi parce qu'il avait une vie avec les favoris qui n'était pas en conformité avec les préceptes de la religion, ce qui lui causait beaucoup de tourments intérieurs. Et dans les derniers moments, eh bien, il a repoussé cette confession jusqu'au dernier moment, mais il l'a quand même effectuée. Merci beaucoup, Hélène de Lalex. Peut-être une toute dernière question qui est, je sais, une question difficile, mais posons-la. Si vous deviez retenir 2 objets dans cette exposition, alors là, c'est difficile. Lesquels seraient-ils ? Alors, je dirais, outre la pendule de passement, peut-être cet extraordinaire lustre de la bibliothèque Mazarine de Caffieri, qui était donc le lustre réalisé pour le Grand Salon de Crécy pour Madame de Pompadour. Alors, parce que c'est aussi les bonheurs des prêts. Parfois, on va chercher des œuvres au bout du monde, parfois, on va les chercher juste à côté. Mais c'est une œuvre qui n'avait jamais été prêtée, jamais sortie de la bibliothèque Mazarine depuis 1795 et qu'on présente donc pour la toute première fois à hauteur d'œil. On peut véritablement rentrer dans ce grand chef-d'œuvre et comprendre aussi ce qu'était la rocaille. Et puis, on parlait en introduction de cette réunion de chefs-d'œuvre, on voit que le chef-d'œuvre, ça parle tout seul en fait. Ça a une aura en fait tout à fait extraordinaire. Et puis une autre œuvre, eh bien, ce serait par exemple le Petit Amour de Sally, une sculpture qui appartenait d'ailleurs également à Madame de Pompadour. Et là, eh bien, ça pourrait être un cours sur qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre, c'est cet amour extraordinaire en marbre, avec ce contrapposto, ces statues giratoires, on peut tourner tout autour. Et puis, je dirais les plus belles fesses de l'exposition, des petites fesses d'enfants potelées, tombantes, mais où on sent vraiment la chair frémissante sous le marbre. Et ça résume aussi tout le 18e, cet art de la sculpture, le goût pour les représentations aussi de l'amour. Donc j'invite tout le monde à aller voir les fesses du Petit Amour de Sally et vous comprendrez de quoi je parle. Merci beaucoup Hélène de Lalex. Donc l'exposition Louis XV, Passion d'un roi jusqu'au 19 février, donc 2023. Et je vous renvoie aussi au magnifique catalogue d'expositions, énormément de représentations, un texte très riche de grands spécialistes paru donc aux éditions In Fine, une coédition bien évidemment avec le château de Versailles. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.